bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec mon ami Théodore de Saint-Rémy, ancien Racing Man, donc on va parler de Racing. Comment tu vas mon Théo? Mieux que le Racing. Voilà. Oui, moi je vais très bien. Mais... Surtout content d'être avec toi TK, bien sûr. T'es pas encore en vacances mais quand même j'espère que t'as passé un super fête des pères. Oui, bien sûr, petite festivité domestique avec mes enfants qui m'ont évidemment dit que j'étais le meilleur papa du monde, voilà, mais c'est Ouais, normal. bien sûr. Bon, on devrait peut-être en mis ça en concurrence. Parce que moi aussi, mes enfants, ils m'ont dit. Bon, on est sans notre Charlie aujourd'hui. Bon, j'ai voulu lui mettre un petit mot quand même, parce que Charlie, il est à Hellfest pendant 10 jours. Donc, si vous êtes à Hellfest et si vous voyez un grand blanc dreadeux, apparemment, il y en a beaucoup. Parce que j'ai une copine qui disait qu'elle était là. Je dis, je cherche un grand blanc dreadeux. Elle a dit, tiens, il y en a déjà pas mal. Mais qui s'appelle Charlie. Prenez-le en photo, mettez ça hashtag Pack de Potes sur les différents réseaux sociaux et peut-être achète-lui un bouteille d'eau, s'il te plaît. Oui, et puis du savon, parce que je sais pas comment ils font là-bas toutes les semaines. Enfin bref, tu nous raconteras, Charlie. Je pense qu'ils ont des douches gratuites, j'ai vu. Bon, allez, on y va vite parce qu'on a un super entretien après avec un certain DJ Sanchez. DJ, c'est vraiment l'expert du mêlée dans la France, en fait. Il a travaillé avec tous les grands piliers depuis 20 ans, voire 30 ans. Et c'est quelqu'un vraiment attachant et avec beaucoup d'amour. Et vraiment, tout son principe, c'est autour de l'amour. C'est un monsieur formidable. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous. Mais déjà, on a un peu de bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles au niveau de rugby USA, si je peux faire ma minute américaine. American Minute, let's go. Ok, bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné la Coupe du Monde, mon Théo. Donc 2031 et 2033, on va recevoir la Coupe du Monde aux States. Oui, alors pour nos auditeurs, 2031 et 2033, c'est pas une Coupe du Monde qui dure 2 ans ou 3 ans. C'est 2031 les garçons, 2033 les filles. Et forcément, maintenant qu'on les a, le Coupe du Monde, je pense qu'on va la gagner, les Américains. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense qu'en tout cas, l'avoir sur son sol, c'est déjà d'une certaine manière une première victoire. Je pense que peut-être il faudrait que tu te prépares psychologiquement à te contenter de celle-là. D'accord. Si je peux me permettre. L'effet que nous avons maintenant un league, Major League Rugby States maintenant, je pense que c'est une bonne chose. Mais par contre, bon, il y a un peu de problème au Major League Rugby parce que il y a les Giltinis et les Gilgronis, ils ont le même propriétaire, c'est un Australien qui s'appelle Adam Gilchrist, qui apparemment n'a pas trop compris l'idée d'un salary cap parce que ces deux équipes sont disqualifiées. Et en fait, c'est les deux meilleures équipes dans le Major League Rugby. Donc, ils jouent pas le play-off parce qu'il y avait un petit problème de salary cap apparemment. Donc, on parle de salary cap. D'ailleurs, j'ai un super entretien à venir avec Miguel Fernandez. On parle de tout ce qui est contrat et salary cap et comment les équipes gèrent le côté business de rugby. Donc, ça va être super chouette d'ici 2 semaines. Donc, voilà, le final pour ce Major League Rugby, c'est Rugby New York versus Seattle Seawolves ce samedi. Un pronostic, TK? Aucune idée. Je connais pas assez bien. Voilà. Okay. Rugby New York, parce que pourquoi pas. Allez, sinon, il y avait le final de United Rugby Championship. En fait, c'est assez nouveau, ça. Tu sais ce que c'est, le United Rugby Championship? C'est l'espèce de compétition à laquelle participent les provinces irlandaises, etc. Oui, c'est vrai, c'est difficile de connaître ce United Rugby Championship parce qu'en fait, depuis que je suis en France, ça a déjà changé de nom 4 fois. Avant, c'était des Welsh Scottish League, après des Celtic League, après des Pro 12 et le Pro 14 et maintenant United Rugby Championship. Mais on l'a déjà un petit peu évoqué, Thierry. Ce sont des compétitions qui sont déracinées et le rugby est un sport d'enracinement. Donc, ça ne peut pas fonctionner dans l'adhésion populaire. Ce sont des confrontations de rugby qui ne sont pas inintéressantes, où on peut voir des belles choses, mais regarde cette compétition dont l'affiche de la finale, Stormers contre Bulls, serait peut-être un jour l'affiche de la finale de notre grande Coupe d'Europe. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est logique? Ça n'est malheureusement pas du tout logique. Et je crains beaucoup que le rugby se fourvoie totalement en faisant ses choix. L'avenir le dira. Il y a une grogne qui s'installe au sein des clubs français et sur l'évolution de cette Coupe d'Europe. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ce type de finale sur une compétition que personne ne connaît et que personne ne comprend, finalement, ne génère aucun intérêt et aucune passion. C'est tout à fait normal parce que personne ne comprend ce que veut dire cette compétition.
Ouais, je comprends l'idée que deux équipes Sudaf soient dans les finales dans le championnat européen, ça serait bizarre. Mais le bonne nouvelle, au moins, ils ont des noms assez cool. Des Stormers against the Bulls, pour moi. C'est leur côté anglo-saxon, je voulais dire américain, mais c'est vous les Américains qui devez donner des noms d'animaux aux équipes parce que vous avez besoin de vendre des t-shirts et des mugs. Eh, sois gentil. Allez, si on continue à parler un peu autre manche, donc il y avait le Premiership où Leicester a battu les Saracens 15-12, donc pas forcément des scores palpitants, mais Leicester, juste pour souvenir, c'était l'équipe avec pas mal de l'équipe de l'Angleterre. Il y a Genge, George Ford, le grand Freddie Stewart, le 15, et The Wizard, Harry Potter. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette équipe de Leicester, c'est que les mecs du sud-ouest en France n'arrivent pas du tout à prononcer son nom et disent Leicester. Même les Parce Américains que n'arrivent ça pas. s'écrit comme ça. Et je constate que les Américains n'y arrivent pas beaucoup mieux. Oui. Alors que c'est un typique truc anglais, visiblement, et on dit tout simplement Leicester. Leicester, very nice, very good. En parlant de l'Angleterre, ils ont pris un sacré raclé contre les Barbarians. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, mon cher Théo, à nos chers écouteurs, c'est quoi les Babas, en fait, c'est quoi les Barbarians britanniques qui ont en fait beaucoup de gens bien français? Oui, les Barbarians, en fait, c'est ce qu'on appelle une équipe sur invitation. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a pas de membres attitrés de façon définitive, qui n'est pas inscrite dans un championnat. C'est une équipe de panache, en fait, qui est faite pour privilégier plutôt un jeu d'attaque qui va toujours s'en ficher du résultat. Et au départ, ça a été créé évidemment par des Britanniques, hein, faut quand même pas se tromper. Ce sont les inventeurs de ce sport comme de beaucoup de sports d'équipe. Et donc le Barbarians FC, ça a été fondé là en 1890, si on lit les choses, dans un restaurant de Bradford par un dénommé Carp Mael, joueur de Blackheath. Voilà. Donc son but à lui, c'était de créer un club de tournée pour animer l'intersaison. C'est-à-dire que pendant qu'il n'y a pas de championnat, les mecs étaient toujours fans de rugby et ils voulaient qu'il y ait un club qui puisse aller se balader, faire des tournées ailleurs, etc. et toujours offrir un esprit rugby et des occasions de jouer au rugby aux joueurs qui n'avaient plus de championnat. Ensuite, on a eu les Barbarians français, les Barbarians argentins. Cette notion de Barbarians, donc de club sur invitation, a beaucoup séduit et maintenant il y a plein d'équipes. Donc là, il y avait les Barbarians britanniques. On a les Français qui ont été fondés en 79 après le Grand Chelem de 77. Et l'idée de ces équipes, c'est on va taper les plus grosses équipes sans esprit de savoir si on a peur de perdre ou pas. Ce qu'on veut, c'est s'éclater au rugby et faire du beau jeu. C'est ça, les Barbarians. Ouais. En fait, tu as utilisé plein de mots, donc de beau jeu, de panache et d'esprit de rugby. Et là, 52-21, 2 essais par Penaud, un par Olivon, vraiment, qui d'ailleurs, je suis vraiment content de retrouver sur les terrains. Et en plus, ils étaient à 14 parce que Will Skeleton a eu le premier carton rouge pendant Barbarian, ça c'est assez fou aussi. Mais en même temps, donc allez regarder, même si c'est juste l'équipe, allez regarder ça parce que c'est quand même fabuleux. Mais j'ai jamais su que peut-être le coach de l'équipe de France peut coacher les Barbarians aussi. Ça marche comment ça en fait? Mais c'est pareil, c'est le principe de l'invitation. C'est-à-dire que ce qui existe toujours, c'est l'esprit de ces équipes, la couleur de leur maillot, qui sont voilà historiques et anciennes, donc noir et blanc pour les Barbarians britanniques, plutôt bleu ciel un peu et noir pour les Barbarians français par exemple. Mais tout le reste c'est ouvert. On compose, on invite n'importe qui et on peut aussi inviter n'importe quel coach. Le but, c'est que l'esprit soit respecté. On joue au rugby pour se faire plaisir. On aime ce jeu. On se respecte en tant qu'adversaire. Et en fait, ce jour-là, on n'a pas peur de perdre. On s'en fout. On veut s'éclater. Ouais, bon, ils ont pas perdu, ça c'est sûr. Et ben c'est quand même, c'était la première fois que j'ai vu autant de news sur la sélection d'une équipe des Barbarians, parce que c'était dans un moyen à façon de préparer cette tournoi d'été pour l'équipe de France dans un sens. Oui, ce sont toujours des matchs qui permettent de révéler ou de donner une chance du très haut niveau à des joueurs qui sont peut-être aux portes des équipes nationales, parce que ce sont des confrontations contre des équipes de haut niveau. Donc, ça reste toujours des matchs où voilà, on a l'occasion de se montrer quand on est un joueur qui n'est pas encore complètement dans la grande équipe. Et maintenant, c'est vrai que ça joue parfois un petit peu le rôle d'équipe B, d'équipe réserve, d'équipe pour donner du temps de jeu à des joueurs qui sont pas tout à fait dans la liste, mais juste derrière, etc. Donc, cet esprit de panache, il reste là. Et d'ailleurs, tu as vu le match ou le résumé qui est vraiment génial et flamboyant. Mais en même temps,
on est dans un monde professionnel, donc on essaye d'en faire quelque chose d'utile et de se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion de donner sa chance à un tel ou un tel, voir ce qu'il vaut contre une vraie équipe internationale et puis peut-être lui ouvrir la porte. Oui, et c'était pas un petit équipe de l'Angleterre non plus. Bon, ça va être, je pense, assez intéressant de les voir pendant leur tournoi d'été qui est contre Australie. Donc ça va être quelque chose à voir d'ici un mois. Donc ça va être début juillet pour tout ça. Allez, à nous, à notre top 14 et nos playoffs, ils ont démarré avec un Toulouse contre La Rochelle. Donc beaucoup de respect entre ces deux équipes, mais La Rochelle me semblait un tout petit peu fatiguée après leur victoire dans la EPCR, surtout face à un Dupont déchaîné. Mouvoka lui a servi un super passe pour ouvrir le premier essai. Et 5 minutes après, c'est Rory Arnold qui court pas mal pour une deuxième ligne. Je sais pas ce que tu penses, Théo. Ah, il a des cannes. Ah ouais, grave. Et après, petit passe à Dupont qui double tout le monde. On est 14-0 en 14 minutes, 27-7 à la mi-temps. Difficile pour revenir dans le match pour La Rochelle, même s'il y a Grégory Audrit qui croit toujours. Il a marqué son essai face à 4 mecs. C'est quand même quelqu'un, lui. Mais encore 2 essais par Toulouse, 33-28 à la fin. Ouais, deux équipes effectivement fatiguées, un mano à mano qui aurait pu basculer, même si c'est vrai que le départ canon de Toulouse a quand même un petit peu scellé le sort de la rencontre. On a vu que gagner un barrage ne permet pas toujours d'aller en finale, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Allez, Racing contre Bordeaux. Si La Rochelle était un peu fatiguée, Racing a été largement surpassé par Bordeaux. Même s'il gagnait au mi-temps, en fait, il menait 10-8, mais il perdait 36-16. Je sais que toi, en tant que ancien Racingman, tu as regardé ce match. Qu'est-ce que tu as vu alors? J'ai vu une équipe du Racing qui a complètement pris l'eau en deuxième mi-temps, ce qui est dommage parce qu'ils étaient complètement dans le match pendant la première mi-temps où ils avaient absolument pas démérité et fait jeu égal. Et quelque chose d'un peu désolant avec cette équipe-là qui a toujours qui a souvent, on va pas dire toujours, mais des points de rupture, notamment en conquête, parce que là, c'est à nouveau en mêlée fermée qu'au début de la deuxième mi-temps, les Bordelais ont été très très dominateurs sur 2-3 actions successives, et je pense que d'abord ça a donné des occasions d'essai qu'ils ont saisies, donc ils ont pris le large au score à ce moment-là, et psychologiquement, ça a mis les joueurs du Racing vraiment dans la nasse. Donc voilà, c'était encore pas leur tour. Les joueurs de Bordeaux, quant à eux, étaient piqués au vif par le cinéma d'Urios, qui là non plus ne leur permet pas de rejoindre la finale, mais qui en tout cas leur a permis de faire sur ce match-là un gros match. Ils avaient perdu la semaine d'avant à Pau. Urios avait expliqué qu'il estimait que ses cadres, à savoir Jalibert, Woki, etc., étaient pas présents, étaient pas au rendez-vous, et que pour lui, si on avait des grands joueurs, il fallait qu'ils soient bons tout le temps, ou en tout cas bons dans les moments où on leur demande d'être bons. Ils avaient à cœur, ce jour-là, de lui montrer qu'il s'était trompé. Tant mieux pour Bordeaux. Maintenant, je sais pas voilà, les traces que va laisser cette petite altercation entre ce coach quand même atypique, qui manque peut-être un petit peu parfois de finesse, même si c'est vraiment un joueur intelligent, un entraîneur intelligent, pardon, et son effectif. Voilà. Donc à suivre pour l'année prochaine, mais soit c'est le début de quelque chose de plus grand, soit ça peut être le début de la fissure, je trouve, entre Urios et ces hommes-là. Oui, intéressant, quelque chose à suivre parce que aussi j'ai un tout petit peu le sentiment que c'est une différence de génération aussi, ou peut-être les jeunes joueurs d'aujourd'hui, ils supportent un peu moins cette, comment on dit en anglais, calling out par le coach, où le coach dit bah, un tel n'a pas bien joué, les plus jeunes joueurs, ils aiment pas trop ça. Donc à creuser, c'est un sujet intéressant, je trouve, parce que est-ce que c'est normal? Oui, peut-être c'est normal aussi avec, les temps changent et peut-être nous aussi on a besoin de changer. Allez, un autre sujet pour un autre jour. Là, on passe aux demi-finales. Alors, on avait Castres contre Toulouse. J'ai pas pu voir ce match, petit barbecue entre amis. Et voilà, boum, Castres, c'est 4e finale en 9 ans. C'est presque aussi bon que les Golden State Warriors, qu'ils ont fait 6 en 8. Ouais. Sauf Golden State, ils ont gagné 4 finales. Donc, petit clin d'œil à Steph Curry qui a gagné NBA Championship ce week-end. Ouais, sur la NBA, bon, on peut être qu'admiratif d'un garçon comme Steph Curry qui est quand même... c'est saisissant de regarder la performance de ce mec, en particulier au shoot, et qui est en train de changer complètement la culture américaine de la NBA, avec cette précision au shoot absolument diabolique qui devient maintenant une qualité extrêmement recherchée, et toutes les équipes de NBA
vouloir avoir leur Steph Curry parce que c'est tellement efficace d'avoir un joueur comme ça. Maintenant, je suis quand même triste pour les Boston Celtics qui sont un club mythique que j'aurais vraiment aimé voir remporter le titre cette année. Je me rappelle pas de quand est-ce qu'ils ont gagné leur dernier titre, mais moi j'étais un admirateur de Larry Bird à l'époque de cette génération. Ça fait vraiment vieux parce que c'est il y a longtemps. Mais voilà, j'aurais aimé que l'Oiseau voit son équipe remporter le titre. Ouais, je comprends, j'aimais bien cette équipe de Celtics aussi, mais Curry il fait tel plaisir. Il est un tout petit peu plus grand que moi. D'ailleurs, j'ai joué au basket ce week-end avec mon fiston, et bien sûr, je me suis fait mal au genou. Pas grave. Allez, c'est les Castrés qui ont gagné 24-18 contre une équipe Toulouse très pénalisée. Juste sur Castres, hein. Ouais, c'est quand même la 4e finale en 9 ans, tu le dis, c'est énorme. Hein. Castres, faut pas oublier, c'est un village. Ils se sont construits une identité assez géniale, hein, d'irréductibles gaulois. C'est vraiment, c'est Astérix, hein, Castres. C'est complètement, on résiste envers et contre tout, à toutes les plus grandes puissances du rugby autour de nous, avec des valeurs qui sont des valeurs ancestrales du rugby. Voilà, liées à un stade, un club, une petite ville, mais on lâche rien. On recherche des gens qui ont cet état d'esprit. Et ils ont des joueurs qui sont pas tous très connus, hein, ou pour beaucoup qui ne sont pas très connus, et qui font le job tout simplement. Ça nous rappelle que ce sport est avant tout un sport de combat collectif où les individus disparaissent au profit du collectif. Et Castres, à ce jeu-là, ils sont redoutables. Ouais, tu me donnes envie de mieux les connaître l'année prochaine. Ils ont notamment un deuxième ligne, hein, Stanley Force, qui est assez incroyable, qui est australien, je crois, qui a une coupe moulette absolument improbable et impossible. Mais par Ça contre, fait la une. quel costaud, mais quel joueur dans les rucks et à bouger dans le petit périmètre, c'est impressionnant. Peut-être c'est un Samson, alors il gagne toute sa force avec sa mulet. Peut-être. Allez, Montpellier face à Bordeaux, après une semaine turbulente sur les réseaux, on va dire. Moi, j'ai regardé ce match, mais j'ai pas forcément de souvenirs. Oui, c'était un match extrêmement costaud là aussi, hein, parce que ce sont deux équipes qui ont des arguments, qui ont des jeux, je dirais, un petit peu similaires, avec des paquets d'avant qui sont puissants en conquête, avec des centres qui sont costauds. Ces deux équipes qui se ressemblent en fait. Donc je suis pas étonné que ça ait été très serré. C'était pas un match flamboyant, mais à regarder, ça, quand on aime le rugby. On se dit quand même quel beau sport, malgré tout. Voilà, je pense que la victoire de Montpellier est plutôt méritée. Ils ont progressivement mis la main sur le match quand justement Bordeaux a levé le pied. Et je pense que, tu vois, on parlait d'Urios tout à l'heure et de l'impact sur son équipe. S'ils avaient été au bout, s'ils avaient été en finale, s'ils avaient gagné, ça aurait montré sans aucun doute qu'Urios avait eu raison. Là, j'ai un petit doute quand même du coup. Ce que ça révèle en tout cas cette finale Castres-Montpellier, c'est que les joueurs sont fatigués. Et est-ce que c'est vraiment étonnant que Castres et Montpellier, qui sont les équipes qui ont le moins d'internationaux français, soient les deux qui soient en finale? Et ben c'est pas très étonnant. Et souvent avec notre formule de championnat, c'est vrai que le champion, c'est l'équipe la plus en forme du printemps, quoi. Donc une fois de plus, on a cette réalité. C'est une affiche. Ça va être de toute façon sympa parce que si c'est Castres, ce sera l'incroyable confirmation du club des irréductibles gaulois. Et si c'est Montpellier, ce sera la première pour un club qui s'est donné énormément de mal depuis une vingtaine d'années et qui arriverait sur le toit du championnat de France. Donc, dans les deux cas, on sera content pour les joueurs. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui. Et puis il y a Guirado qui a beaucoup mouillé le maillot, qui a l'occasion de finir sa carrière sur un titre dans son club. Ce serait quand même assez fabuleux pour lui. Donc moi, je mets une petite pièce sur Montpellier, même si mon copain Pierre, évidemment, va me dire qu'il faut être pour Castres. Mais ça, c'est normal. C'est un Castré. Moi, j'ai une petite préférence aussi pour Montpellier, surtout pour, comme tu dis, Guillaume Guirado, et aussi, j'arrive pas à prononcer son nom, Fulgence. Fulgence ou Edraogo. C'est vrai que ce nom-là, il est quand même pour toi. Souvent, t'as du mal sur les noms, mais celui-là, ça doit être le pire quand même. Bon, on invite bien sûr sur l'émission pour me corriger à ce niveau-là.
Donc, bon final à tout le monde. J'espère que tout le monde passe un bon moment. On va aussi bientôt voir notre équipe de 15 de France, mais on va parler de ça un autre jour. Revenez d'ici, je pense, une semaine peut-être. On va avoir un entretien avec Miguel Fernandez. Peut-être on peut faire un petit synthèse du match aussi. Moi et toi, mon cher Théo. Bien sûr, avec plaisir. Superbe. Maintenant, tout de suite, on va passer à mon entretien avec DJ Synthèse. Vous allez trouver un monsieur complètement charmant. Alors aujourd'hui, je suis très content d'être là avec DJ Sanchez. DJ, j'ai fait quand même pas mal de recherches sur toi et sur ta carrière et ton implication dans le rugby. Et en fait, pour résumer, j'ai tombé sur l'idée que tu es peut-être l'homme qui chuchote dans l'oreille des mêlées. Est-ce que ça te va comme introduction? Oui, totalement. Oui, oui, qui chuchote, et en plus, qui le fait bénévolement depuis 40 ans. Voilà. Depuis 40 ans. Et en fait, donc, je n'en fais pas un business, voilà. Voilà, et tu fais ça avec plein de clubs sur tous les niveaux, parce que tu travailles avec les clubs sur le top 14, si je ne me trompe pas. Oui. Pendant des années, et avec des clubs de série inférieure, je n'ai aucune limite. Je veux dire, pour moi, un club, c'est un club, qu'il soit petit ou grand. Le petit grandit, le grandit, des fois, il descend. Et il y a des joueurs qu'il faut s'en occuper. Voilà, ok. Donc, tu es là pour aider des gens à mieux comprendre. Et en fait, c'est William Salvat, qui est maintenant, bien sûr, entraîneur des avants sur notre équipe de France. Et j'ai trouvé quelque chose qu'il avait dit par rapport à toi. Il a dit, on trouve chez lui une philosophie et un comportement de base à adopter dans ce secteur de mêlée. On parlera de technique après, mais j'aimerais bien savoir, mais c'est quoi cette philosophie finalement, cette philosophie de mêlée? Puis la philosophie de mêlée, c'est pas compliqué. Et oui, William, qui était le numéro 8, et je lui avais proposé de se reconvertir talonneur. Il est devenu le meilleur talonneur de France et du monde, qui est un type extraordinaire. Et je suis content de sa réussite. Je le dis parce que c'est un homme rare. Voilà. Et alors, la philosophie de mêlée, c'est en définitive le fait de s'aimer. Déjà, parce que le mêlée, c'est 8 personnes, des grands, des petits, des gros, des maigres, des souples, des non-souples. Et tout ça doit fonctionner ensemble. Donc, cette philosophie, elle est que tout le monde dépend de tout le monde et tout le monde aide tout le monde. C'est également pour les 3/4, mais les avants, c'est ça. Et ensuite, par exemple, le tourneur, c'est le pauvre Christ qui est les bras en croix, avec à côté ses 2 apôtres. Et sans ces 2 apôtres, il est cuit. Et les 2 apôtres sans le tourneur, également, qui est la poutre maîtresse, qui ressent toutes les poussées. Voilà. Ensuite, il y a les secondes lignes qui ont un rôle très important. Ils sont à la disposition de la première ligne, mais ils jouent un rôle très important dans cette réalisation de mêlée, cette réussite. Et les troisième lignes sont là, qui apportent également leur soutien. Et alors, je veux dire, donc, tout ce mécanisme se met en place et on retrouve là les bases de la vie, où tout le monde a besoin de tout le monde. Voilà. Dans un respect, voilà, c'est très important ça. J'entends que la philosophie de base, en fait, c'est plutôt l'amour pour l'autre. Oui, voilà. Et le respect, c'est-à-dire que la mêlée, on a souvent pris les gars pour des abrutis, et c'est vrai. Il y avait de quoi à un moment donné, il y avait toujours des relevés de mêlée, des rentrées à 2 mètres, 3 mètres, etc. Mais il faut se dire que tous ces gros, entre parenthèses, bien faits, voilà, sont des gens très intéressants et qui ont une intelligence réelle, parce que sortir indemne de 20 ans, 25 ans de carrière en ayant affronté toutes ces mêlées, il faut être intelligent. Il faut être intelligent pour jouer devant. Et ça, je l'ai toujours dit, parce que c'est très complexe. Et puis, un jour, on joue avec un pied gauche de 1,90 m. Le dimanche après, avec un pied gauche de 1,70 m, et vice-versa. Donc, on doit en permanence réajuster, s'adapter. En face, on a un type qui est grand, petit, un pack lourd, un pack léger, un pack attaque lourd, attaque. Et alors, tout ça, on doit en permanence réajuster, voilà, et voilà, réajuster la hausse. Voilà, rien n'est écrit, voilà, chaque mêlée est différente. Il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir. Déjà, rien écrit. Je pense que c'était une de mes dernières questions. C'est quand est-ce que tu vas écrire un livre là-dessus? Parce que j'entends beaucoup de passion et beaucoup d'expérience. Est-ce que tu étais toujours passionné par la mêlée dans le monde de rugby? Oui, toujours, parce que j'ai beaucoup d'enfants au niveau de la mêlée, et des Nicolas Mas, des Guirado, des Poirot, et j'ai beaucoup et c'est William. J'ai eu énormément de joueurs qui, grâce à Dieu Jésus-Marie, ont réussi. Je suis allé dans pas mal de clubs, j'ai entraîné des équipes étrangères, etc. Et dans notre équipe également nationale à un moment donné. Mais je suis passionné, toujours, et je n'ai jamais arrêté. Donc, je suis passé
l'ancienne, en définitive, autant de Garué, d'Ondars, après à l'époque Califano, Tourner, et puis à l'époque Mas et compagnie, et puis maintenant, avec ces joueurs, les règles ont légèrement modifiées, mais la base est toujours la même. La base est toujours la même. Attention, il faut toujours travailler techniquement. Et bon, les règles ont changé, c'est une bonne chose. Ça a amené un peu de sécurité. Hein. Et je veux dire, j'ai eu la chance de suivre l'évolution. Et je suis toujours dans le bain. J'ai des joueurs qui viennent, je fais des stages gratuits. Hein, voilà. Bien précisé. Et puis voilà, j'ai des joueurs qui viennent de bas niveau avec des joueurs de très haut niveau. Et tout ça se mélange. Et puis on se rend compte que celui de, entre parenthèses, de bas niveau rejoint très vite le haut niveau. Ça, c'est un truc que j'ai acquis depuis des années. Et tout est ouvert à tout le monde. Et souvent, c'est celui qui a la meilleure forme, le meilleur physique, etc., qui des fois réussit le moins. Et voilà, on se rend compte qu'il y a des gars qui sont très moyens et seulement on leur a jamais donné la confiance, on leur a donné jamais les armes pour se défendre et la chance. Et puis quand ces gens, comme l'Autrian à Perpignan, par exemple, je me rappelle, je l'avais vu, il était tout jeune, il était vraiment, personne n'aurait dit qu'il ferait un pilier, il a été élu meilleur jeune l'année dernière. Et c'est un exemple, il a 21 ans, il joue à l'USAP. Et comme ça, des Forletta, des Canté Walker, il y a énormément de joueurs qui au début étaient moyens, mais qui après, à force de travail, un travail dur. Moi, je suis dur. Hein. Là, par contre, je suis très dur. Peut-être la seule qualité que j'ai, c'est que je félicite tout le temps. Voilà, même si c'est pas bon, je lui dis toujours que c'est bon. Et voilà, je lui dis aux joueurs, écoute-moi, connard. Connard, c'est gentil. Puis, tu as été bon, mais tu peux faire 10 fois mieux. Au lieu de dire à quelqu'un qu'il est mauvais ou qu'il est... Voilà. Après, on discute. Voilà. Mais voilà, j'ai toujours été positif. Mais je me suis rendu compte que tout le monde a accès au haut niveau. Alors, on va prendre pour un Luberlu. Quand ils auront fait le tiers de ce que j'ai fait, ils pourront me parler. Et moi, c'est une expérience de X années, du bas au haut niveau. Voilà. Et je peux dire que tout le monde a accès au haut niveau. Il suffit à mon avis d'avoir rencontré la personne qu'il faut et une chance. Il faut donner la chance. Et surtout aussi, donner les moyens techniques d'arriver. Et oui, à solutionner les problèmes. Et ces problèmes à soi, par rapport à son pack, mais également par rapport à l'autre pack. Et oui, parce que les poussées sont différentes, les piliers en face sont différents, etc. Donc, on doit en permanence et savoir utiliser la force mal utilisée de l'autre. Tout ça, ça s'apprend. Hein, voilà. Tu te vois peut-être comme un déclencheur de talent, quelque part? Peut-être tu arrives et tu es là pour te donner les clés? Si je faisais la liste des Luca Printu, des Amadash, elle serait énorme. Voilà, hein. Donc, je n'ai jamais fait la liste parce qu'on ne me croirait pas, enfin, mes amis le savent. Mais oui, j'ai eu la chance d'amener énormément de joueurs voilà, au plus haut niveau. Et, voilà, et c'est ma satisfaction. Tu sais, quand il y a 3 ans, je suis allé à Montpellier, Mohamed Awaz, il ne jouait pas, il était écarté de l'équipe. Il m'a appelé, j'y suis allé pendant 7 mois, j'y allais 2 fois par semaine, ça me faisait 1000 kilomètres. Hein, voilà. Et à Mohamed Awaz, je lui ai dit, j'ai vu que c'était un bon gars, le reste, j'en ai rien à foutre. Et j'ai dit, voilà, si tu m'écoutes, hein, tu seras en équipe de France. 7 mois et demi après, il y était. Voilà. Sa vie a changé, etc. Voilà. 7 mois et demi après, il était en équipe de France. Et ça pour moi, c'était je suis heureux. Parce qu'il s'est embrouillé avec les Sud-Africains, avec Bismarck du Plessis, tout ça. Mais voilà, j'avais senti ce type de potentiel. On s'en fout du reste. Mais il a écouté, et puis il est arrivé. Et comme ça, combien Luca Printu, c'est pareil. C'est des types. Non, il suffit de révéler et de faire prendre conscience aux joueurs de sa puissance, de ses possibilités, de ses capacités. Voilà. Moi, à l'école, quand on m'a orienté, un connard, je le dis chaque fois, il a dit à mon père, il a de grosses mains, ce sera Manuel. Ouais, c'était un gros con qui a dit ça. Hein, et j'aurais été plus âgé, il aurait pris 2 tartes. Je le dis chaque fois parce qu'il faut que je le dise, ça. On ne juge pas les gens aux mains, non, voilà. On doit aider et faire ressortir ce qu'il y a de bon. Et à chaque être humain, il y a un truc de bon. Voilà. Hein. Il y a un être humain et il faut l'aider à se construire. Et comment est-ce que toi, tu es arrivé à ce rôle, en fait? D'où vient ta maîtrise de mêlée, finalement? Bon, après, je suis très ami avec Jean-Pierre Garouet, avec qui on avait fait des sélections, en France B, Pascal Ondars, tout ça. C'est des types extraordinaires. Après,
J'ai rencontré Califano, ce sont des gens adorables. Mais c'est venu j'ai commencé, grâce à Dieu Jésus-Marie, à jouer en première à 17 ans, au plus haut niveau. Et c'était une grosse équipe, là, l'année. Et je jouais 3e IL. Pourtant, je ne mesure pas 3 mètres, mais bon, j'avais dû avoir des qualités. Et puis, comme je mesurais 1,20 m, bon, c'est une image. En définitive, je mesurais 1,77 m. J'ai dit, bon, c'est fini, si tu veux avoir un peu un avenir, il faut te reconvertir. Donc, je me suis reconverti. De la Valais, je suis parti à Quillan. Grâce à Dieu, Jésus-Marie, ça a marché immédiatement. Et je suis parti là. J'étais à ce moment-là au bataillon, je suis parti à Montferrand. Voilà. Où, voilà, l'équipe de Jean-Pierre Romeu, et après, moi, j'ai un peu baroudé, mais j'en ai bavé. Mais j'ai eu la chance, jeune, d'être éduqué par un des meilleurs piliers de tous les temps. Il s'appelait Aldo Caglio, entraîné l'Avlanais, avec Le Paté, qui était un 3 carrés international de l'époque. Et le Caglio était peut-être le meilleur. C'était un phénomène. Pilier à 13, à 15. Il entraînait, et j'ai vu cet homme qui faisait 92 kilos, qui était un phénomène. Et donc, j'ai dit, le poids, tout ça, j'en ai rien eu à foutre. Je me suis rendu compte que l'être humain, quand tu utilisais son corps à 100%, même s'il fait 90 kilos, il est plus redoutable qu'un qui fait 150 et qui utilise ses possibilités à 20%. Et puis, j'ai analysé, voilà, hein. Et puis, j'ai entraîné, voilà. Surtout, je suis allé aider dès l'âge de 16 ans, j'ai entraîné, et puis voilà, après, bon, j'en ai fait mon. Et une chose que je peux dire, je n'ai jamais copié qui que ce soit. Jamais. Ah oui, non, j'ai fait une analyse, j'ai discuté avec des amis, mais voilà, j'ai pensé certaines choses, et puis bon, ça a fonctionné, quoi, hein. À l'USA, par exemple, pendant des années, j'ai entraîné avec, j'ai vu tous les présidents, Rose, Rodor, et voilà, quand il y avait Jacques Gounel, et voilà, bon, j'étais avec lui en permanence, donc il me faisait complètement confiance. Et j'ai eu des tas de gars comme ça qui m'ont fait confiance, bon, parce qu'ils sentaient que, bon, déjà, j'étais les intéressé, déjà, je voulais la place de personne, d'argent, je ne voulais pas, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'un jeune puisse s'en sortir. Moi, quand je vois des gars qui n'avaient rien et qui maintenant ont une très belle maison, un appartement ou à la mer, Debati, je te raconte l'histoire de Debati. Debati était à l'USAC, Vincent Debati qui est très long, belge, déjà un belge. Et quand on lui parlait, il rougissait. C'était un colosse. Il jouait seconde ligne de soutien à l'USAC. Je me rappelle, il voulait s'en séparer. J'ai dit non. Et on m'a dit, mais d'accord, je vais le former pilier. Un an après, grâce à Jésus-Marie, il est en équipe de France. Et Vincent Debati a été peut-être le pilier qui a marqué le plus bel essai que jamais un pilier ait marqué. Il est parti de seul en but. On l'a retrouvé après 7 fois d'avoir touché le ballon. Voilà. Et il a fait un pilier. Et puis, même maintenant, ce gars qui est un peu introverti, il entraîne au Yonax et sa vie. Et ça m'a fait plaisir. Voilà, quand je vois qu'ils ont une maison, un appartement. Et Nicolas Mas, c'est pareil, tous ces types ont réussi. Après, financièrement. Et pour moi, ça m'a fait plaisir de voir ces gars qui s'installent dans la vie. C'est important, ça. Et pourquoi tu fais la différence, toi? J'entends ce maîtrise, j'entends ce passion, et en même temps, tu dis très clairement, en fait, pour moi, c'est du bénévolat. Pourquoi tu fais cette séparation entre, c'est pas un travail, c'est une passion? Non, je fais passion parce que je suis peut-être un cas, mais quand je suis quelque part, je commande. C'est bête ce que je dis, hein. Voilà. D'ailleurs, chaque fois qu'on m'a appelé, j'ai demandé à ce que l'entraîneur m'appelle, hein. Parce que des fois, un dirigeant m'a dit, mais moi, si l'entraîneur ne m'appelait pas, je n'y allais pas. Je n'aurais pas accepté qu'un mec à la noix, pour moi, arrive et prenne les choses en main alors que le gars est en place. Si le gars qui est en place m'appelle et me dit, écoute-moi, ça me ferait plaisir, franchement, que tu viennes me donner un coup de main, je venais. Voilà, hein. Voilà. Et ça a toujours été comme ça, hein. Fabien Gattier m'avait appelé quand il était également à Montpellier. Bon, mais j'étais allé, hein, voilà. Et la première fois que j'étais allé, j'étais également hospitalisé. Ils veulent me chercher là, Milésie de Montpellier. Et ils me revenaient. Je racontais le salade là, et puis j'allais entraîner et je revenais. J'étais hospitalisé à Rangueil. Ça fait partie d'une histoire, ça aussi. Et bon, j'y suis allé là-bas. Voilà. Et après, j'ai été rappelé par mes couteurs. J'ai entraîné le Canada. Quand le Canada m'a appelé pour la Coupe du Monde, c'était quand il y avait Califano, Tourner, Ibanez. Ils étaient à la rue. Ils se faisaient emporter par le Zimbabwe. Il n'y a pas d'équipe au Zimbabwe. Mais je n'ai pas demandé, quoi. J'ai dit oui. Et pendant un mois, je les ai suivis. Par contre, ils ont changé, hein, au bout de mois. Et je me rappelle, Califano, il me dit, putain, on va dire, ils nous ont, ils ont été très bien. Voilà, c'est tout.
comme quoi, quand on travaille, la preuve est là, c'est que quand on travaille, cette équipe de Canada, qui avait des types très intelligents, costauds, mais ils ne savaient rien. Et je me rappelle pour l'entraînement, la Fabio Guillot. Mais après, attention, au bout de mois, c'était plus les mêmes. Ils sont passés de la nuit au jour. Voilà, c'est des expériences là, qui m'ont prouvé au fur et à mesure, et même dans les petits clubs. Je suis allé dans un petit club à côté de Perpignan, où il y avait dans cette équipe, c'est un quartier plus que défavorisé, enfin, où il y avait la moitié de Maghrébins et la moitié de Gitanes. Et un copain me demande de les aider. Ils avaient gagné aucun match, ils se faisaient emporter par tout le monde. Et on a travaillé. Bon, je les ai matés. Et au début, il fallait les mater parce que bon. Et après, ils m'ont respecté. Mais après, ils bougeaient tout le monde. Mais alors, ils avaient un comportement complètement différent. Donc, c'était des cas, personne n'en faisait rien. Ces cas sont arrivés à faire quelque chose. Et si tu pouvais peut-être expliquer à un novice, quelqu'un qui n'a jamais mis la tête dans un mêlée, c'est quoi si technique là-dedans, dans un mêlée? C'est quoi l'aspect technique qu'on peut travailler? L'aspect technique, c'est le pied gauche. Son rôle, c'est de relever le pied droit adverse. Voilà. Donc, il doit passer en principe, sous le pied droit, se placer dos plat, et son rôle est de relever. Voilà. Encore plus maintenant, parce qu'on demande d'avoir le coup de lever. D'ailleurs, j'avais eu la chance de prendre des arbitres avec William Servat à Fort-Romeu, il y a 5 mois, et c'était une nouvelle règle. Le pied droit, lui, c'est la différence entre le pied droit et le pied gauche, c'est que le pied gauche, il a en face un joueur, le pied droit. Le tourneur, il a en face 2 joueurs. C'est-à-dire son tourneur et le pilier gauche adverse. Et le pilier droit, Garué ou Ondars, lui, il a 2 joueurs face à lui. Il a le pilier gauche et le tourneur. Donc, c'est une pierre. Le pied droit a une importance phénoménale parce qu'il doit contenir la poussée de 2 joueurs. Alors que le pied gauche, lui, en définitive, il a l'épaule gauche libre. Le tourneur et le pied droit ont les 2 épaules prises. Voilà, ils sont à l'intérieur. Donc, le rôle du pied droit, c'est de sortir le pied gauche. Le rôle du tourneur, c'est de maîtriser son vis-à-vis, parce qu'après, il y a un rôle de coup, de puissance de coup, etc. Et le gaucher, et tout le monde va dans le même sens, voilà, en mettant les pieds, comme je dis, à 1 heure. Et la seconde ligne doit suivre exactement. Si ça baisse, ils doivent baisser. Si ça lève, ils doivent lever. Ils doivent exercer une poussée efficace. Il faut qu'il soit un plus, pas un moins. Souvent, on rencontre des secondes lignes qui cassent l'ischio-jambier du pilier, c'est-à-dire qu'ils lui plient la jambe. Pourquoi? Parce qu'ils se suspendent. Non, on ne se suspend pas. On aide son ami. On se place comme il faut. Et on est une aide. Et on est là, à la fraction de seconde de près, pour justement pouvoir l'aider. Et les 3e lignes, c'est pareil. Le 3e centre, lui, c'est lui qui resserre la seconde ligne. Il doit être en osmose parfaite. Il doit tenir cette seconde ligne. Qu'il pousse, on s'en fout. Mais il faut qu'il soit à l'impact avec les 8 joueurs. Et les 3e lignes, c'est pareil. Souvent, on a des 3e lignes qui poussent comme des ânes, la tête baissée. Alors, il plie l'ischio-jambier. L'ischio-jambier, c'est le muscle qu'on a derrière le quadriceps. Et alors, automatiquement, le pilier, il a sa jambe qui plie. Et il dit rien souvent. Il supporte, non. Tu dois être une aide. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je fais passer tous les joueurs à tous les postes. William C, je l'ai mis, même Charterise à Perpignan, qui faisait 2,16 m, je l'ai mis pilier. Voilà, comme ça, quand ils comprennent, ils se sont brûlés les mains, ils savent que ça brûle. En parler. Bon, on dit oui, d'accord, non, il faut toucher du doigt. Et moi, ce que je faisais passer tous les joueurs à tous les postes. Comme je disais, un 8, s'il pousse avant d'entrer en mêlée, il va exercer une pression sur la seconde ligne, qui cette seconde ligne va exercer une pression sur la première ligne, et ils vont faire une entrée anticipée. Donc l'arbitre va faire quoi? Bras levé, coup franc. Tout le monde doit être à la disposition de la première ligne. Et après, ça doit démarrer, ça doit être de monobloc. C'est très technique. Donc, il faut entrer, pouf, en définitive, comme quand on tape à une raquette. C'est le bruit. Et si on fait un bois, ça sonne de la merde. On entend le bruit, cloc, voilà. Placé. Et alors, il faut être monobloc et maintenir la pression de l'adversaire. Ça se fait en un temps, pas en 2. Et ça a vachement changé depuis 40 ans. Si on revient sur même il y a 20 ans, 30 ans, en fait, on a l'impression que les mêlées se formaient assez vite. C'était pas très structuré. Et en fait, c'était comme, on se serrait ensemble, on faisait un pas vers l'avant, et bam, un contact direct, et on se pousse. C'était comme 2 groupes de béliers. Oui. Les bouquetins à la montagne. Ah oui, c'est ça, oui. C'est l'image, c'est ça. Bon, sauf que là où chaque fois je défends les anciens,
parce qu'en définitive, je suis un ancien jeune. Hein, voilà. Mais la chance que j'ai, c'est que je suis toujours. Hein, voilà. Je suis dans le coup. Mais quand j'entends des fois que les joueurs d'avant n'auraient pas joué maintenant, ils auraient tout joué. Ils auraient tout joué. Parce qu'ils se seraient entraînés, déjà, hein. Parce qu'à l'époque, un gars, il devait faire 10 heures de bus. Le bus arrivait à 4 heures du matin. À 7 heures, il devait être au travail, etc., etc. Donc, ces joueurs s'entraînaient 2 fois par semaine. Mais je dis une chose, donc j'ai cité des noms de joueurs, mais tous ces joueurs auraient joué. Toutes les époques. De tout, c'est après de s'entraîner. Puis d'avoir au niveau des kinés, à l'époque, le gars, il avait la jambe complètement lacérée, il rejouait, il avait le. Voilà, c'était. Mais maintenant, dans ce rugby, tous les joueurs de l'époque auraient joué maintenant. Voilà, et ça, voilà, je veux dire. Et puis, avant, on jouait 80 minutes. Hein. C'est sûr qu'il y a des impacts, mais si on va chercher le type d'impact, il y en a moins. Moi, c'est vrai que ça me fait souffrir quand je vois que le pauvre Dupont et Tamac, ils font pas 3 tonnes. Bon, c'est des défenseurs terribles. Et ils se prennent des pignes phénoménales. Pourquoi ? Parce que bon, ils se donnent. Hein, voilà. Et on se rend compte que ces gars-là se donnent énormément. Mais gros contre gros, bon, muscle contre muscle, avant, il y avait des coups interdits. Interdits. Là, maintenant, ces coups n'y sont plus. Maintenant, on peut mettre la main par terre. Ils vont vous éviter les doigts, ils vont marcher à côté. Avant, ils marchaient sur la main, etc., etc. Donc, les règles ont changé, mais je dis une chose, c'est que les joueurs d'avant ont rejoué. Ils se sont adaptés, ils se sont entraînés, comme ceux de maintenant, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué. Et maintenant, on voit des avants quand même beaucoup plus costauds. On dirait, depuis 20 ans, on prend presque 1 kilo par an, on va dire. Est-ce que ça change beaucoup, les mêlées, aujourd'hui ? Non, mais c'est-à-dire que, gros, moi, je vois un type comme Gérard Chollet, qui était un monstre. Bon, mais voilà, il est plus costaud que lui, à l'heure actuelle, il n'y a pas. Hein. Et Gérard Chollet, c'était un colosse, il faisait 140 kilos. Bon, c'était un type, un athlète. Il y a eu des types très costauds, hein, à l'image de Bati. Mais voilà, maintenant, il y a des types plus lourds. En plus, on a beaucoup de gens de l'île. Antonio est lourd. On a beaucoup de gens des îles. Et j'ai eu la chance, il y a 3 ans, de faire le tour du monde et d'aller avec mon ami Fred Bonhomme entraîner à Wallis et Futuna, à Kaula Kadori et au Fidji. Donc, je n'ai rencontré que des gens comme ça. Ils sont tous comme ça. La mère fait 110 kilos, le père il fait 180 kilos. Donc, le fils ne peut pas faire 20 kilos. Bon, voilà, et ça, c'est affaire à régler. Mais ce sont des colosses. Alors, on a fait venir ces gens des îles qui sont des gens extraordinaires. Et bon, comme des Tulagi de Perpignan, c'était une locomotive. Quoi. Ils ont le démarrage d'une Formule 1 sur 10 mètres. D'ailleurs, ses fils sont pareils. Mais voilà, on a rencontré des gars qui avaient des gabarits énormes, ont des performances terribles. Mais bon, à l'époque, si les gars s'étaient entraînés pareil, ils auraient eu les mêmes performances. Bon, après, les gabarits ont un petit peu changé. Garué, c'était le meilleur pied du monde. Il ne faisait pas 3 tonnes. Hein. Et Ondars, la Coupe du Monde. Et c'est des types, ils étaient, voilà, d'Entraz et Dubourg. Tous ces types-là, ils ne pesaient pas 3 tonnes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient forts, très forts. Jean Condon. Ça, c'est ce qu'on dit, l'Orient. Tous ces types-là avaient une. Voilà, c'était des gars qui se plaçaient à la perfection. C'était l'entraide entre les joueurs. Et voilà pourquoi ils étaient performants, même face aux Blacks. Voilà, ils étaient performants. Et c'est vrai que les gabarits ont changé. Bon, on voit des piliers maintenant qui. Bon, après, il y a des zones, donc ils ont plus facile. Des piliers qui ont des démarrages terribles. Bon, des démarrages terribles, d'accord. Mais et les gabarits, moi, ça ne m'effraie absolument pas. Il y avait des types à l'époque très solides. Et Califano, il ne fait pas 3 tonnes. Hein. Califano était. Nicolas Mas, il a fait la Coupe du Monde avec Poux et William Servat. Il faisait 106 kilos. Mais il avait un muscle de maçon. Et on appelait ça un bon muscle, un vrai muscle. Et ils ont été performants. Hein. Ils ont fait la finale. C'était Marc Lièvremont qui entraînait. Avec Didier Retière. Bon, voilà. Ils ont été performants. Donc, moi, tout ça, c'est. Après, c'est bien parce que ce rugby, on a intégré des gens de Samoa, des Tongiens, qui sont des gens extraordinaires, des gens de Wallis, tout ça. Et j'aime ces joueurs. Voilà. Comme les Tao. Les Tao sont le Romain, c'est un colosse. Mais son frère, Sébastien, est plus. J'ai eu les 3, et j'ai eu le petit également. Mais je veux dire, Romain, c'est un colosse, il est comme ça. Bon. Ils sont nés comme ça. Et nous avons
intégrer dans notre championnat un peu partout les gars de ces îles qui sont des colosses, quoi. Ce qui a changé un petit peu, hein, voilà. En ce moment, on parle beaucoup de Cyril Bay si il y a quelqu'un qui regarde le rugby mais qui regarde pas tout le temps, pourquoi on parle de lui comme pilier de l'année? Qu'est-ce qu'il offre Cyril Bay de plus Disons que Cyril Bay, bon, déjà, je l'avais vu une fois avec son collègue, le pilier. On avait fait l'entraînement commun avec Colomiers et le Stade Toulousain. Donc, c'est un gars qui, bon, en mêlée, tient sa place, hein, voilà. Donc, et ensuite, participe dans le jeu. Voilà, hein. Donc, en définitive, on appelle ça ce que faisait Califano à l'époque. Hein. Et voilà, hein. Et ce que Garué ou Ondars auraient été capables de faire, franchement. Hein. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient. Et là, bon, ils participent énormément dans le jeu. Donc, ce que fait Antonio aussi, en vieillissant, il se bonifie. Voilà, donc, on appelle ça le pilier moderne. Mais parce qu'on leur donne l'occasion de se montrer. Ils font partie du système. Avant, on aurait interdit un gars pour le ballon, hein, alors que le gars était capable, franchement. Moi, je sais que je vois les joueurs de l'époque, des Balator, il y avait dans tous les clubs, il y avait des types à Narbonne, partout, des excellents joueurs. Mais bon, maintenant, le jeu fait qu'un gars comme Seliba, il participe au jeu. Voilà, il fait partie du jeu dynamique. Voilà, donc il a la mêlée, où il est performant, hein, il est très performant, et ensuite, il est dans le jeu, voilà, il est en permanence, voilà, en percussion, libération de balles, voilà. Et donc, on voit que la position de pilier, ça a évolué, mais est-ce que c'est toujours vrai le no scrum, no win? Parce qu'on a beaucoup moins de mêlées aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Ouais. Est-ce que c'est toujours vrai? Oui, sans mêlée, déjà, il n'y a plus de rugby. Un jour, je l'avais dit à Toulouse, il y avait une réunion avec des journalistes, j'ai dit, voilà, moi, où je suis pour la mêlée, c'est pas un problème. Je n'ai rien à foutre, moi, je ne gagne pas un centime. Par contre, vous verrez le rugby, comment il va s'écrouler. Le rugby à 13, à l'époque, était plus performant même que le rugby à 15. Et quand ils ont supprimé la mêlée, ça a été la fin du rugby à 13. Et donc, la mêlée, c'est très important parce que moi, j'ai tenu un camping, j'ai vu des milliers de gens. C'est quoi qui plaisait aux Anglais, aux Allemands, aux Hollandais, tout ça. La mêlée. Ils me disaient ça, là. Ils regardaient. Déjà, le haka des Blacks, ils adoraient ça, les gens. Là, que ce haka, il faut le garder. Là, je vois qu'il y a des connards, là, nez cons. Je dis, le haka, les guerriers, quoi que c'est. Qu'est-ce que c'est ces gens qui nous font chier, là? Le haka, il faut le laisser, là. Les gens regardaient ça. Ils venaient et puis repartaient. Les étrangers, moi, j'ai vu des milliers de gens. Ils venaient, ils regardaient. Les femmes regardaient ça, là. Et puis ils partaient. Hein? Bon, les hommes restaient. Mais la mêlée, pour eux, c'est un mystère. Il faut que ça reste un mystère, la mêlée. Et ça leur plaît, ce combat. Ils voient des gars se rentrer dedans. Des fois, de se foutre une tarte dans la gueule, mais après s'embrasser. C'est beau, ça. C'est une très belle image. Et la mêlée, si un jour on enlève la mêlée du rugby, déjà, je ne regarderai plus le rugby. Ça, il faut le savoir. Hein. Et moi, je n'ai rien à foutre parce que j'ai fait des milliers de mêlées. J'ai entraîné des centaines de clubs, du petit au plus grand. Voilà. Ils peuvent la supprimer, mais ce serait une erreur. Sans mêlée, le rugby, s'écroulerait. Je le dis. Hein. Et ça, vous pouvez l'écrire. Et ça, sans mêlée, le rugby s'écroulerait. C'est pas parce que je fais travailler les mêlées. C'est pas ça. C'est que la mêlée, ensuite, elle permet de fixer et puis de donner confiance. Moi, j'ai vu des équipes, par exemple, un exemple. L'équipe bleue domine. Il n'y a pas eu une mêlée encore. Au bout de 20 minutes, il y a eu la première mêlée. L'équipe bleue se fait emporter par les rouges. Alors que les rouges, dans le jeu, se faisaient dominer. Deuxième mêlée, les rouges emportent à nouveau les bleus. Changement radical de match. C'est-à-dire que les rouges avaient la confiance totale, les bleus avaient perdu confiance. Les trois quarts des bleus, ils voyaient les gros reculer, ils disaient putain, on va se faire chier. Et oui, non, mais la mêlée, c'est indispensable. Ensuite, la mêlée, on parle de racisme là, à l'heure actuelle. C'est du racisme si on supprime la mêlée. Qu'est-ce qu'on fera des petits gros, des grands, des maigres? Et oui, c'est la vérité. Il y a le rugby, ne sera réservé qu'à des types d'un 90. Hein? Le rugby, justement, il permet d'avoir des types de 1m70 et des types de 1m80, 1m90, des piliers d'un 95, des secondes lignes de 2 mètres et quelques. Et oui, on va voir Mina. C'est ça, la beauté du rugby, c'est que tout le monde peut y participer. Tout le monde peut y jouer.
J'adore ta patience et tu me fais porter avec toi, c'est superbe. Moi, je suis américain et en fait, il y a la MLR qui commence, le Major League Rugby qui commence, ça fait quelques années maintenant. Et en fait, je pense que eux, ils ont un peu de mal en fait d'avoir des talents américains parce que bah, normalement, c'est des gens, ils vont faire du sport au lycée jusqu'à 18 ans et après, ils vont peut-être se mettre au rugby s'ils n'ont pas une carrière universitaire, une carrière professionnelle, donc foot américain ou basket. Pour toi, dans ton expérience, quel est le sport qui va faire une meilleure reconversion vers le mêlée? Quel sport qui n'est pas le rugby qui va, en fait, où les Américains, ils peuvent peut-être piocher? Oui, le rugby américain, parce que quand j'étais à Clermont-Ferrand, Michelin avait fait venir Fred Weber et deux joueurs de rugby à 13 américains. Et Weber était devenu titulaire à 15. Titulaire. Type extraordinaire, de gentillesse. Et après son copain, là, qui était de mère indienne et de père américain, qui était un colosse. Il faisait des développés couchés, il s'échauffait à 180 kilos. C'est phénoménal. Mais j'ai vu que ces types, de suite, bon, comme j'ai vu avec les Canadiens, de suite, le rugby, ils l'ont compris. Et quand le tout, c'est de faire plus de sport dans sa vie. Et je sais que ceux qui sont du rugby américain peuvent rapidement évoluer vers le rugby normal. Et j'ai eu la chance, dans ma petite vie, d'entraîner, c'était à Saint-Cyprien, à l'université d'Harvard qui était venue. Ils étaient entraînés à Paris, et ensuite à Nice, et moi, on m'avait demandé de les prendre. Et il n'y avait que des bacs plus 40. Hein. Moi, c'est bac moins 40, mais eux, ils avaient tous plus 40. Et alors, je me suis dit, putain, qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Et alors, j'ai choisi le thème de la mêlée, et je leur ai montré comment un type qui faisait un gabarit moyen pouvait soulever deux autres gars en se positionnant. Et la position négative de l'adversaire et la position positive de lui faisait que les forces s'opposaient et on pouvait déplacer deux types. Alors ça, je me rappelle, et alors j'ai passé les 2 jours là-dessus, ça les avait passionnés, ils avaient été d'une gentillesse incroyable, un respect, alors, la grande classe. Mais là, j'ai vu que les types de suite, ils n'avaient pas mis trop de jours à comprendre. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que tu vas leur parler là? La passe, ils savent tout. Alors, je leur ai montré le mystère de la mêlée. Alors après, je les ai mis en situation 2 contre 3 ou 2 contre 4 et leur montrer qu'avec des positions à 2, on pouvait bouger 4 types. Et tout ça, ils l'ont imprimé. Et comment ils se demandaient comment on pouvait soulever quelqu'un. Oui, mais quelqu'un, s'il est mal placé, il peut faire 40 kilos de plus. Et si on est bien placé, on peut le soulever parce qu'en définitive, on se sert de la force mal utilisée de l'autre. Et tout ça, ils avaient été. Et je me rappelle que le responsable il m'avait demandé d'aller là. Mais comme bon, j'étais au camping, je ne pouvais pas. Il voulait que je parte là-bas 3 mois et demi. Et c'est le regret de ma vie. Ouais, honnêtement, j'aurais aimé y aller là-bas. Ouais, j'aurais aimé. Voilà. Bah, si tu as besoin on va dire d'un tour guide, un guide touristique pendant que tu vas aux États-Unis, je me porte volontaire. Ça peut être sympa. Non, mais si, un jour, je te le dis. Bon. Mais bon, ils veulent faire des mêlées. Tu sais, moi, 15 jours, je viens. Tu sais, voilà, je l'ai fait, je suis allé là, je suis parti un mois au Fidji, tout ça, j'ai pris les filles et tout ça. Bon, ils ont besoin de travailler. Les gars, on s'aperçoit qu'ils ont besoin de travailler techniquement. Mais ils y arrivent très vite, hein. Très, très, très vite. Bah, je sais que notre partie, pour toi, notre partie de ta passion, en fait, c'est l'art. Et Oui. j'étais curieux par rapport à d'où vient cette passion, en fait. Eh bien, la passion, dans ma famille, bon, déjà, le plus con de la famille, c'est moi. Et je n'ai qu'une famille de génies, de surgénies. Bon, c'est comme ça. Et, comme je dis toujours, eux sont tombés à la bassine, moi j'ai été aspergé à 10 mètres. Bon, mais comme j'ai pour le rugby, bon, j'ai cette chance, grâce à Dieu Jésus-Marie, d'aimer l'art et d'avoir l'œil. J'ai rencontré énormément de gens de l'art, des gens de très, 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 très haut niveau, avec qui j'étais ami. Pourtant, j'étais un gros, j'étais leur ami. Des critiques d'art, ou Jean-Pierre Bénézite, qui a édité le dictionnaire en 14 volumes de tous les grands peintres graveurs, sculpteurs. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer la veuve de Picasso, Françoise Gillot, de passer une journée avec elle à Montmartre, à Paris. J'ai rencontré des gens extraordinaires et qui parlaient d'art avec moi. Pourtant, j'étais un gros. À un moment donné, je fais 170 kilos, je ne ressemblais pas à un amoureux de l'art, mais l'art, je l'ai depuis toujours. J'étais voisin avec Madi Giraudière, qui était un très grand peintre primitif, naïf, et j'ai toujours été baigné là-dedans, et puis j'aime toute forme d'art. Par exemple, j'adore l'art premier,
l'art inuit aborigène, j'adore l'art africain. Je collectionne également, en même temps que les tableaux, je collectionne l'art premier, depuis toujours, avant le Quai Branly. Voilà. Et j'ai acheté pendant 40 ans beaucoup de choses. J'ai toujours acheté de l'art, toujours parce que c'est passionnant. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai des joueurs que j'ai amenés avec moi voir des peintres de renommée et ils ont adoré. Pourtant, il y en a un, il faisait que les tableaux comme Soulages, noir. C'était pas Soulages, c'était Capdeville, Jean Capdeville, noir, gris, avec un trait bleu, etc. Et ils ont demandé, je me rappelle ce jour-là, il y avait Graton, Herbani et Ntama qui ils ont demandé d'en acheter. Ils en ont acheté. C'était leur premier achat. Garuche, pareil. Garuche a des tableaux chez lui. Il adore ça. Et tout le monde. Là aussi, c'est. Voilà, je vais démontrer la chose. C'est qu'il y en a plein le cul de donner toujours du crédit à des gens qui parlent bien. Et seulement quand on leur demande une heure après de répéter ce qu'ils ont dit, ils sont incapables. Voilà. Et l'art, c'est réservé à tout le monde. Voilà. Moi, c'est vrai que j'en ai rarement parlé et j'ai de belles choses, franchement. Mais j'ai amené des amis à moi et je me suis rendu compte que maintenant, ils parlent de peinture et puis ils en ont acheté et ils en rachètent. Voilà. Et c'est une passion qui m'est venue, c'était comme ça. Voilà. Et puis j'étais l'ami de grands critiques comme Chapuis qui avait créé le Pont des Arts à France Culture, qui était un type, quelle classe. Et pourtant, moi, j'arrivais en 4L, pourri, parce que moi, j'ai toujours des bagnoles pourries. Et alors, il adorait. Et il adorait me voir avec la bagnole. Et il passait toute l'après-midi avec moi. Il n'avait rien à foutre, lui, que tu aies le bagnole grande, tout ça. C'était des gens, ils ont connu tout le monde. Ils ont interviewé tous les plus grands. Ils n'en ont rien à foutre. Et donc, j'étais ami avec ces jeunes-là. Et j'étais accepté. Attention, accepté. Et bon, voilà. Moi, je n'ai pas fait l'école des arts. Voilà. Mais comme je dis toujours, je me répète, quelqu'un qui regarde un tableau à l'exposition et qui dit putain, comme c'est beau, ça vaut tous les discours. Et comme je dis, le gars qui est dithyrambique et qui va dire oui, oh là, on voit non, on n'a rien à foutre de ce que tu vois dedans. Et après, il y a des gens qui parlent, ils sont capables de répéter, il y en a très peu. Après, on enveloppe, non. L'art n'est réservé à personne. L'art, il est à tout le monde. La preuve, c'est que la plupart des peintres, Braque, Picasso, Matisse, Modigliani, Giacometti, le sculpteur, ils ont copié l'art premier, l'art africain. Et oui, en plus, ils l'ont dit, le cubisme, tout ça, le masque du malade de Picasso, ils l'ont avoué, eux. Donc, je veux dire, voilà, donc il faut se dire que l'art, c'est réservé à tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de tomber à la Bastille, sans doute. Ce n'était pas la même Bastille, mais voilà, voilà, je l'ai. Et j'ai mon fils qui est pareil. J'ai ma fille, mais mon fils adore pareil. Il a l'œil. Voilà, il a. Tu sais, je vais t'expliquer une chose. Au camping, j'avais un employé qui s'appelait M. Roger. Et il avait bac moins 40. Et chaque fois que j'achetais des tableaux, je lui faisais un petit mur avec 10 tableaux, 20 tableaux. Et je lui demandais, M. Roger, dites-moi lequel vous plaît. En une seconde, il trouvait chaque fois le meilleur. Et pour moi. Et il faisait le jardin. Et il avait un œil phénoménal. J'ai fait cette expérience combien de fois? Voilà. J'avais en fait une question, c'est Bertrand Escache qui nous a mis en contact. Je remercie Bertrand beaucoup. Bertrand qui bien sûr était passé sur Pacte de Potes, il est le duo de scénaristes BK qui fait bien sûr le BD Les Rugbyman. Et en fait, je lui ai demandé, est-ce que tu as une question pour Didier? Il a dit oui. Donc voici sa question. Il a dit, Didier adore l'art, c'est un grand connaisseur, un ami des peintres très célèbres. Ma question est donc, Didier, si tu devais former une équipe de rugby, avec des peintres célèbres, lesquels feras-tu jouer et à quel poste? Je t'embrasse, Bertrand. Alors, oui, je vais te le dire. Alors, déjà, je vais parler de Caro et Bertrand Escache, qui sont des jeunes extraordinaires, franchement, qui ont créé cette BD. C'est une immense réussite. Et je les remercie d'honorer le rugby et les gros. Voilà, donc je trouve que il faut savoir que c'est une immense réussite. Ils en sortent presque 5 millions de ventes. C'est gigantesque. Ensuite, je vais composer une équipe. Alors, je mettrai au talonnage Picasso, parce que bon, pour moi, c'est un phénomène. À gauche, je mettrai Matisse. Après, je mettrai
Braque à droite, parce que Braque et Picasso, c'est ceux qui ont inventé le cubisme. Voilà. En seconde ligne, je mettrai Derain, parce que Derain a inventé le fauvisme avec Matisse à Collioure. Donc voilà, donc je mettrai Derain. Ensuite, je mettrai Alberto Giacometti, le grand sculpteur. Après, je mettrai à 8 Kandinsky, qui un petit peu a rassemblé toutes ces tendances, la couleur, etc. Il y avait voilà, après, c'est vrai que je pourrais mettre des peintres du 17e, 16e. Après, c'est vrai que si je devais composer... Enfin, après, il y a des peintres que j'aurais mis également, je sais qu'il aime, ça c'est Soulages. Pierre Soulages, en 3e ligne, qui est un très grand peintre. C'est du noir, mais c'est excellent ce qu'il fait. Après, je mettrai derrière, je mettrai à la mêlée Combas, je mettrai Di Rosa, qui sont des peintres de 7 qui montent, quoi. Et voilà. Après, je mettrai Soulette, qui est un grand sculpteur. Voilà. Oui, j'aurais pu le mettre pilier, parce que je jouais pilier, lui. Donc, dans cette équipe, j'aurais inclus également, qui est un grand artiste, Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre Rive, les gens ne le savent pas, c'est un artiste de renommée mondiale qui a une sculpture monumentale à l'entrée pas des Princes, du Stade de France. Il faut le savoir, ça qu'il a il a exposé les musées du monde entier. Et là, à l'heure actuelle, il est en train de créer des peintures extraordinaires. Donc voilà, Jean-Pierre Rive, dont il y a un tableau derrière, a été le grand joueur que nous connaissons, adulé, aimé de tout le monde, mais également c'est un artiste, un vrai artiste qui est exposé dans le monde entier. Il est exposé au Logis de Luxembourg. Il y a Rodin et lui qui ont exposé des sculptures. Voilà. Il a exposé au Quai Branly, en France. Voilà. Il a à l'ONU, il a dans des musées en Chine, au Japon, en Russie, il a en Afrique du Sud, il a des sculptures partout. Et les gens ne le savent pas, moi je veux le dire. Donc voilà, un joueur de rugby qui est un très grand artiste. Bah, je pense que tu m'as donné beaucoup de devoirs là. J'ai plein de noms à rechercher, donc je te remercie. Didier, je pense que je vais laisser les mots finaux de notre entretien encore à Bertrand Escache. En fait, il a dit Didier, c'est quelqu'un d'extraordinaire, une belle personne, une grande intelligence, une grande sensibilité, qui fait toujours passer les autres avant lui. C'est bien qu'il soit mis en avant. Didier Sanchez, je te remercie beaucoup d'être passé ici chez Pacte de Potes. Ouais, merci à toi parce que voilà, je pense que j'aurais fait de toi un très bon pilier droit. Et voilà, je tiens à te le dire. Merci Didier. Bon, voilà pour cet épisode. J'étais vraiment ravi de faire la connaissance de Didier Sanchez, un sacré personnage dans le monde du rugby français. Je lui remercie beaucoup et aussi à Bertrand Escache qui nous a mis en contact. Si vous souhaitez entendre un peu plus sur Didier, en fait, je vais faire la passe à un autre podcast rugby indépendant comme le nôtre. Ça s'appelle La Cravate et c'est fait par Johan Zuckmeier qui a un accent un peu différent que la mienne. Il fait plein de super interviews, donc je vous invite d'aller le découvrir sur Apple Podcasts, sur Spotify, etc. Aussi sur Instagram. Et pendant que vous êtes là, mettez-nous aussi un like, un partage et un review. Ça nous aide beaucoup. Revenez la semaine prochaine pour mon échange sur le côté business de rugby avec le super agent sportif Miguel Fernandez. Vous pouvez aller écouter notre podcast, notre premier épisode avec Miguel, le numéro 47 pour vous préparer. Allez, bonne semaine à vous, bon match et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!